Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 5. J'espère que tu vas bien en cette petite semaine de retour d'un long congé de Pâques. Aujourd'hui, j'ai envie de démêler puis de clarifier un sujet crucial dans le monde du storytelling, la différence entre le macro et le micro-storytelling. Parce que beaucoup entendent parler de storytelling, mais peu arrivent vraiment à saisir la différence subtile, mais vraiment significative entre le macro et le micro-storytelling. Dans cet épisode, je vais te dévoiler la différence entre ces deux styles de narration-là, mais aussi plonger dans leur complémentarité en explorant comment le macro et le micro s'entremêlent ensemble pour captiver, engager et toucher profondément notre cœur et notre esprit. Parce que comprendre ça, c'est essentiel pour toi si tu veux tisser des liens plus forts avec tes clients, si tu veux te démarquer dans un marché saturé et surtout, si tu veux construire une présence de marque qui reste gravée dans l'esprit des gens. En bref, tu vas apprendre comment toucher les gens non seulement avec tes produits et services, mais avec des récits qui les font se sentir connectés, inspirés et engagés. C'est dans cet esprit-là de connexion puis d'engagement que je t'invite à plonger avec moi dans le macro-storytelling. Pour bien saisir cette notion-là, moi, j'aime ça utiliser des métaphores qui sont simples, mais puissantes. Tu vas voir, là, les métaphores que j'utilise souvent, c'est en lien avec les maisons, les villages, bref, mon univers à moi. Donc, j'aime métaphorer, je sais pas si on peut dire ça, métaphorer, le macro-storytelling par la construction d'une maison. Donc, imagine-toi que le macro-storytelling, c'est la fondation solide sur laquelle se repose ta maison. Dans le fond, c'est le socle, les murs protecteurs. Je dis les murs protecteurs, je voulais dire les murs porteurs, l'architecture même de ta demeure. Cette fondation n'est pas seulement là pour supporter le poids de ta maison, elle va définir aussi la forme, le style et même le potentiel de ce qui va être construit par-dessus cette fondation-là. Donc, ta macro-histoire, c'est comme, mettons, les plans d'architecture de ta maison. C'est une base solide sans quoi tout le reste serait instable puis incohérent. En fait, c'est ta vision, ta mission, l'ensemble de tes valeurs qui forment cette architecture-là de maison. Dans cette métaphore-là, la maison de ta marque, c'est pas juste une simple construction, mais c'est un édifice emblématique. Cette macro-histoire-là, c'est ça qui va attirer les gens vers ta maison. C'est celle-là qui va les faire s'arrêter puis admirer ta maison. C'est l'histoire qui va leur donner envie de cogner puis d'entrer pour découvrir ce que tu as à offrir. Le macro-storytelling parle de tes origines, de ton parcours, des hauts et des bas que tu as traversés. Chaque pilier de cette maison-là va soutenir tes valeurs, puis chaque porte ouverte va inviter tes clients dans un univers qui est distinctivement le tien. On a juste à penser aux marques légendaires qu'on connaît tous. Leur histoire ne se limite pas juste à ce qu'ils vendent. Ça va bien au-delà des produits puis des services pour toucher quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est plutôt l'histoire de leurs origines, l'histoire de leur lutte, de leurs valeurs fondamentales et surtout leur vision du monde. C'est le récit qui donne un sens à tout ce qu'elles font. Si on prend par exemple Apple, quand je vous parlais des marques que tout le monde connaît, Apple en est une. C'est pas juste une histoire d'un ordinateur ou d'un téléphone. C'est l'histoire d'une vision, celle d'un futur où la technologie puis le design s'entrelacent pour créer des expériences utilisateurs exceptionnelles. C'est l'histoire de l'innovation, Apple.
C'est l'histoire du courage de penser différemment. Puis le macro-storytelling, il est partout autour de nous. C'est dans la façon dont une marque communique ses valeurs à travers ses campagnes publicitaires, par exemple. C'est dans le message qu'elle va véhiculer sur son site web, dans ses rapports annuels même, dans la façon dont ses employés vont parler de leur travail. Le macro-storytelling, c'est des récits qui ne sont pas ponctuels. Donc, c'est-à-dire que c'est la toile de fond constante sur laquelle toutes les autres histoires vont se déployer. Leur pouvoir réside dans leur cohérence puis leur capacité à évoquer une émotion, une émotion profonde chez leur audience. Donc, une marque avec une forte macro-histoire va pas juste raconter ce qu'elle fait à tous les jours de sa vie puis ce qu'elle vend. Elle va raconter plutôt pourquoi elle existe, ce en quoi elle croit, donc ses croyances profondes, et elle va inviter ses clients à faire partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Pourquoi c'est important le macro-storytelling? Pourquoi c'est important de s'attarder à ça? C'est simple. Dans un monde où l'attention est bien rare, les consommateurs sont bombardés de messages de tous bords, tous côtés, ben la macro-histoire, le macro-storytelling, c'est vraiment le phare à suivre, le guide. C'est celle qui va te permettre de te distinguer, de te rendre mémorable aux yeux de ta clientèle cible. C'est celle qui va être en mesure de créer un lien émotionnel qui va vraiment transcender le produit et le service lui-même que tu offres. C'est vraiment cette histoire qui va faire de tes clients qui ne se contentent pas juste d'acheter un produit ou un service, mais plutôt qu'ils adhèrent, disons, à un mouvement, à une cause, puis à un ensemble de valeurs. Donc, pour construire ton architecture narrative, comment on fait ça, là? Tu dois te dire, c'est bien beau, le macro-storytelling, mais comment je fais ça, moi? Donc, quand on veut construire sa fondation de maison, son macro-storytelling, ben, on peut commencer par explorer, par exemple, notre raison d'être, le fameux why interne puis externe, ce qui nous pousse à nous lever à chaque matin pour faire ce qu'on fait, ce qu'on aime faire. Puis ça, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aborder le 16 avril prochain avec Marie-Ève Drolet. Donc, elle va venir sur le podcast pour jaser du fameux why. Donc, je t'invite à être à l'écoute de cet épisode-là aussi. Donc, on va aussi poser les fondations de notre marque. Donc, tu peux identifier, par exemple, l'élément déclencheur qui a mis le feu à ton projet d'affaires. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as démarré ton projet d'affaires? C'est quoi l'élément déclencheur? Tu peux te demander aussi quel défi tu as relevé, toi, en cours de route, puis peut-être aussi les leçons que tu as apprises en cours de route de ces défis-là. En quoi tu crois? C'est quoi tes croyances profondes? Tes valeurs aussi, les croyances, les valeurs, c'est important de les identifier. Qu'est-ce qui te rend unique dans ton domaine? À quoi tu t'opposes? C'est qui le méchant? Tu sais, le méchant, là, c'est pas nécessairement une personne, c'est pas nécessairement une entreprise, mais ça peut être un courant, une idée, ça peut être une problématique qui est vécue. Bref, il y a toutes sortes de types d'opposition tu peux t'opposer à un concept aussi. Je t'invite à réfléchir à ça. À quoi tu t'opposes? Les réponses à ces questions-là vont te permettre de vraiment construire une histoire macro, puissante, solide, sur laquelle on va ériger vraiment le reste de ta structure narrative. Et le reste de la structure narrative, c'est le micro-storytelling. Donc maintenant qu'on a posé les bases solides du macro-storytelling, on va se pencher plus sur les détails du micro-storytelling. Donc, pense au micro-storytelling comme aux briques, comme aux tuiles, comme la décoration qui va donner vie à ta maison, donc qui va donner vie à ta marque. Si le macro-storytelling pose les fondations puis définit les structures d'une maison, le micro-storytelling, lui, va venir remplir chaque espace, chaque petit recoin avec des histoires plus intimes, proches de l'expérience quotidienne de ton audience. Donc, chaque interaction que ta marque va avoir avec le monde, ça va être une chance pour toi de placer une brique dans la construction. Donc, c'est-à-dire que ça va être pour toi la chance d'engager l'interaction avec tes abonnés, avec ta clientèle cible. Que ce soit, par exemple, une publication sur les médias sociaux, que ce soit un article de blog, que ce soit une courte vidéo ou même un simple commentaire sur les médias sociaux, chaque élément, ça va être une opportunité de raconter une histoire qui touche, qui connecte et qui émeut. Dans le micro-storytelling, c'est les petites choses qui comptent. Donc, c'est par exemple ton employé qui partage son expérience de travail, c'est l'histoire derrière la création d'un de tes produits, c'est la mise en lumière d'un client satisfait.
Toutes ces petites histoires-là vont créer une mosaïque d'expériences puis de perceptions qui vont enrichir la vision globale de ta marque. Pour exceller dans le micro-storytelling, il faut que tu sois attentif puis réactif. Il faut que tu sois vraiment à l'écoute de tes clients, que tu observes comment ils interagissent avec ta marque, puis que tu utilises ces informations-là par la suite pour raconter des histoires qui vont parler directement à leur expérience, à leur émotion. C'est comme choisir, en fait, les éléments de la déco qui vont rendre ta maison pas juste belle, mais aussi, je dirais, chaleureuse puis accueillante. Donc maintenant, j'ai envie de te parler de ces concepts-là de façon plus concrète. Si tu me suis puis tu m'écoutes depuis un petit bout, tu sais à quel point moi j'aime ça vulgariser. J'aime donner des exemples concrets pour imager les concepts. Donc là, ici, je ne ferai pas exception. Je te fais un petit tour d'horizon avec 3 exemples de macro puis de micro storytelling de marques que tu connais sûrement. Et j'ai nommé Starbucks. Qui connaît pas Starbucks, qui n'a jamais bu un bon café chez Starbucks. Bon, si tu bois pas de café, il y a tellement plein d'autres boissons chez Starbucks que tu as sûrement dû essayer. Quand on parle de Starbucks, on parle pas juste d'une chaîne de café, on parle d'une véritable institution. C'est une marque qui a su créer vraiment un univers bien à elle, puis c'est le cœur de leur macro storytelling. Donc chez Starbucks, ça commence avec une idée simple mais très puissante: transformer la dégustation de café en une expérience complète, un moment à part dans ta journée. Donc, eux autres, ils ont pris vraiment un truc banal comme boire un café. C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois dans une journée, pour certains. Et ils ont transformé ce truc banal-là en une sorte de rituel quotidien, un peu comme une pause chaleureuse dans notre routine. Leur raison d'être, leur why, si on veut, à Starbucks, c'est de te fournir bien plus qu'une simple tasse de café. Eux autres, ils veulent carrément être vus comme le 3e lieu. OK? Le 3e lieu, c'est-à-dire, t'es pas chez vous, t'es pas au travail, mais t'es dans un espace où tu peux te détendre, où tu peux travailler, jaser avec tes amis ou juste t'évader du quotidien. Puis en termes de valeur, Starbucks, il est synonyme d'inclusivité, de diversité, aussi de responsabilité sociale. C'est une entreprise qui valorise le sentiment de communauté, sentiment d'appartenance. Que ce soit à travers leur politique d'emploi ou leur initiative environnementale, Starbucks s'oppose à l'idée d'un commerce sans conscience et sans travail fort pour intégrer l'éthique dans leur business, que ce soit pour s'approvisionner en café, aussi dans leur effort pour réduire leur empreinte écologique. Puis Starbucks, c'est aussi une marque qui valorise l'innovation, que ce soit dans la catégorie des nouvelles boissons. Tu sais, quand tu vas chez Starbucks, il y a toujours des nouvelles boissons, parfois même de saison, toujours des nouveautés. Donc, ils sont vraiment à l'affût des nouvelles boissons, mais pas juste en termes de produits, mais aussi en termes d'aménagement des espaces. Donc, ils sont toujours à la recherche de nouvelles façons de te surprendre en termes d'aménagement aussi des lieux. Donc, quand tu pousses la porte de chez Starbucks, t'es pas juste là pour un café, t'es pas juste là pour ton expresso. Tu participes à cette grande histoire-là, la grande histoire d'une entreprise qui a révolutionné le monde du café, puis qui tente, disons-le, de se rendre meilleur tasse après tasse. Et maintenant, si on va plus du côté du micro-storytelling de Starbucks, on va voir comment ils vont imbriquer chacune des petites histoires dans leur grande vision que je viens de te présenter. Donc, c'est ici que l'expérience Starbucks va prendre vie. C'est dans des petits détails du quotidien qui va refléter tout ce dont tout ce dont je viens de te parler. Dans chaque tasse de café servie chez Starbucks, c'est pas juste du café. Donc, on reprend cette idée-là. C'est une invitation à vivre une expérience unique. Donc, quand le barista prend ta commande, si tu te rappelles, quand on va chez Starbucks, ils prennent ta commande, ils vont te demander ton prénom. Donc, ils vont écrire ton prénom sur la tasse, sur le gobelet. Ils vont peut-être même prendre un petit peu le temps de jaser avec toi, si c'est pas trop le rush. Peut-être même de te conseiller sur ta commande. Bref, ça devient un petit peu plus qu'une simple transaction. Ça devient un échange humain, un moment de connexion. Donc, c'est pas pour rien qu'ils écrivent ton nom et qu'ils nomment ton nom aussi quand ta commande est prête. C'est vraiment pour rendre ce moment-là un petit peu plus humain. C'est là que la valeur de la communauté aussi et de l'inclusivité chez Starbucks va se concrétiser. Il y a aussi les histoires derrière chaque produit. Par exemple, quand ils lancent une nouvelle boisson, disons le latte à la citrouille épicée, pas pourquoi j'ai choisi celui-là, ça doit être parce que c'est un de mes préférés. Tu sais, le latte à la citrouille épicée, c'est pas juste une nouvelle saveur au menu. Derrière ça, c'est vraiment l'idée d'une invitation à partager les moments saisonniers, à se rassembler autour des saveurs saisonnières, des odeurs qui vont évoquer des souvenirs et des sentiments. Chaque innovation de produit chez Starbucks va raconter une histoire qui va s'aligner avec leur esprit d'innovation.
Tu peux aussi penser à leurs espaces, parce que chaque Starbucks que tu visites, c'est différent, mais il y a toujours ce sentiment d'être dans un lieu chaleureux puis accueillant. Starbucks participe aussi à des initiatives communautaires, ça y arrive de lancer même des programmes, entre autres pour promouvoir la durabilité, le développement durable. Donc, ça raconte toutes des petites histoires en lien avec leur engagement éthique et environnemental. C'est le reflet micro de leur macro-vision. Donc, c'est leur façon de dire Starbucks, on est là pour offrir bien plus qu'un bon café, on est là pour faire une différence positive. Maintenant, deuxième exemple. L'exemple de Lego. Je sais pas si tu joues encore au Lego, si tu as l'occasion. Si tu as des enfants d'âge scolaire, il y a des bonnes chances que tu fasses des Lego. Puis je dis d'âge scolaire, mais il y a des adultes qui, encore aujourd'hui, s'amusent avec les Lego. Moi, je m'amuse encore avec les Lego, mais c'est parce que j'ai un enfant de 7 ans. Mais j'avoue que j'aime beaucoup jouer au Lego avec mon fils. C'est une des activités que j'aime bien. Bref, Lego, on va l'explorer du point de vue du macro et du micro-storytelling. Donc, quand on pense à Lego, on pense à un univers où l'imagination va prendre vie brique après brique. On est vraiment dans un univers où l'imagination prend beaucoup de place. Le macro-storytelling de Lego, c'est bien plus qu'une histoire de jouets en plastique. C'est beaucoup plus que ça. C'est une narration profonde sur la créativité, l'innovation et l'apprentissage par le jeu. Donc, leurs histoires vont vraiment se baser sur ces 3 piliers-là, créativité, innovation et apprentissage par le jeu. Au cœur du macro de Lego, il y a cette idée-là fondamentale que chaque personne, qu'on soit jeune ou moins jeune, a un potentiel créatif illimité. C'est dans leur croyance, Lego. Lego, c'est pas juste un fabricant de jouets, c'est un catalyseur d'imagination. L'histoire de la marque, là, elle commence dans l'atelier d'un menuisier danois, puis elle se transforme en un empire, disons ça. Puis ça, cette histoire-là en elle-même, de l'atelier du menuisier qui se transforme en un gros empire, c'est une source d'inspiration. Ça raconte à quelque part les valeurs que sont la persévérance, l'innovation, mais aussi la passion de créer quelque chose qui va dépasser les générations et les cultures. La raison d'être de Lego, c'est de construire un avenir où jouer rime avec apprendre. Donc, apprendre en s'amusant, où chaque enfant peut devenir un architecte de ses propres rêves. C'est cette mission-là qui guide chacun de leurs produits. Donc, chaque ensemble de Lego, des plus simples aux plus complexes, c'est une invitation à explorer, à imaginer et à innover. Les valeurs de Lego sont claires. Dans leur narration, on s'en rend compte. Les valeurs de la qualité, de la durabilité, puis surtout l'importance de l'éducation. Donc, Lego, à quoi il s'oppose? Tu te rappelles tantôt, je te posais la question, si tu veux construire ton macro storytelling, à quoi tu t'opposes? Lego s'oppose à l'idée d'un jeu passif, où le joueur est un simple spectateur ou un consommateur de contenu. Donc, on s'oppose à ce type de jeu-là. Donc, au contraire, on veut valoriser chez Lego un jeu actif qui va stimuler la réflexion, la résolution de problèmes puis l'apprentissage. Il y a aussi tout l'aspect de la responsabilité sociale de la marque. Lego s'engage à créer des jouets qui inspirent, mais aussi à le faire de manière éthique et durable. Donc, leur engagement envers la réduction de l'empreinte environnementale, donc ils utilisent des matériaux durables et même ils ont des initiatives d'éducation mondiale. C'est des éléments clés qu'ils vont utiliser dans leur histoire globale. En fin de compte, on pourrait dire que le macro-storytelling de Lego, c'est l'histoire d'un monde où chaque brique peut être le début d'une grande aventure. C'est un récit qui parle à l'enfant, mais à l'enfant en chacun de nous. Donc, en nous rappelant en fait que l'imagination est sans limite, puis que chaque création, que ce soit des petites ou des grandes créations, a sa propre histoire à raconter. Donc ça, c'est le macro-storytelling de Lego. On va maintenant plonger dans le micro-storytelling. Donc, chaque petite brique, chaque kit de Lego, chaque construction va raconter une histoire unique. Je vais prendre par exemple les nombreuses créations que les fans de Lego partagent sur les réseaux sociaux. Là, tout à coup, j'ai comme je pense à Julie Rochon, que son garçon a lancé sa chaîne YouTube, justement. On le voit créer des Legos. C'est vraiment du contenu par les utilisateurs sur les médias sociaux, cet exemple-là. Donc, chaque photo, des constructions, que ce soit des reproductions de monuments célèbres, des scènes de films, même des fois, ou des créations originales, c'est une histoire en soi.
Toutes ces histoires-là vont mettre en lumière l'imagination débordante des utilisateurs de Lego, des joueurs de Lego, qui va refléter aussi la croyance que Lego augmente le potentiel créatif, si on veut, de chacun. Les micro-histoires se trouvent aussi dans les expériences personnelles des enfants et des adultes qui construisent avec Lego, que ce soit un parent, quand moi je partage un moment là, de complicité avec mon fils quand je construis des Lego, ben c'est clair que ça m'amène à retrouver un petit peu plus mon âme d'enfant. Ça capture vraiment l'essence du jeu. Puis je te dirais aussi que quand on a des modèles plus complexes à faire, à monter, c'est souvent moi qui hérite de ça. Alors là, je suis plus dans l'apprentissage, disons l'apprentissage. La persévérance aussi et la patience. J'ajoute ces éléments-là. Donc, à travers toutes ces petites micro-histoires-là, à travers des produits spécifiques, tu sais, je pense entre autres à plusieurs séries que Lego a fait, là, les Lego techniques, il y a les Lego architecture aussi. Tu sais, chaque kit de ces Legos-là, c'est pas juste un ensemble de pièces à assembler, mais c'est aussi un défi, on va se le dire. En tout cas, pour moi, c'est souvent un défi, là. Puis c'est aussi un apprentissage. À travers tout ça, il y a cet aspect-là qui est très fort. Quand Lego, par exemple, va lancer un ensemble qui est basé sur un film ou une série télévisée ou parfois même des jeux vidéo, ben ils vendent pas juste des jouets. Tu sais, ça crée des passerelles vers des univers qui sont très riches. Ça va permettre aux fans de recréer puis de réinventer leur histoire préférée. Donc, le micro-storytelling de Lego va s'ancrer parfaitement dans son macro-récit parce que chaque petit morceau de Lego, c'est une porte d'entrée vers un monde d'imagination, un monde où les valeurs de la créativité, de l'innovation et de l'éducation qui sont prônées par Lego vont prendre vie vraiment de manière plus tangible, plus touchante puis plus personnelle aussi. Et enfin, l'exemple d'Airbnb. Donc, je suis vraiment allée dans des exemples complètement différents, à l'opposé si on veut, là, Starbucks, Lego puis Airbnb. Le macro-storytelling d'Airbnb, c'est toujours dans cette idée-là. Chaque exemple de macro-storytelling que je te donne, c'est toujours en disant c'est plus que c'est plus que juste un jouet, c'est plus qu'un simple café. Ici, c'est plus qu'une simple plateforme de location de logement ou de maison. Donc, en quoi c'est plus grand, en quoi c'est plus gros. C'est ça le macro-storytelling, ça dépasse le produit puis le service lui-même, je le disais d'entrée de jeu. Donc, au cœur de la narration d'Airbnb, il y a une vision qui est puissante. Puis c'est celle de transformer la façon dont les gens voyagent puis expérimentent le monde. Airbnb va pas se définir comme une entreprise qui offre de l'hébergement, mais elle va vraiment plutôt se positionner comme un catalyseur de connexion humaine puis d'expérience authentique. C'est important ce mot-là ici, Airbnb joue beaucoup là-dessus. La genèse d'Airbnb, dans le fond, ça raconte l'histoire de ses fondateurs. C'est Brian et Joe, on les salue, qui ont commencé eux autres par louer des matelas gonflables dans leur appart pour aider à payer le loyer. Puis ça leur a donné une idée créative. Ça leur a donné l'idée de répondre à un besoin qui était beaucoup plus grand, donc celui de trouver un logement abordable puis convivial. Donc, la raison d'être d'Airbnb, c'est de rendre le voyage plus personnel en te faisant sentir chez toi, peu importe où tu te trouves dans le monde. C'est cette idée-là de se sentir chez soi partout, au cœur, c'est vraiment au cœur de la marque d'Airbnb. Donc, à quoi Airbnb s'oppose? Il s'oppose à l'expérience qui est standardisée puis impersonnelle de l'hôtellerie traditionnelle. Airbnb va plutôt valoriser des rencontres authentiques, des expériences beaucoup plus locales. Donc, on va s'opposer ici aux chaînes d'hôtellerie traditionnelles. Puis les valeurs d'Airbnb sont centrées sur l'inclusivité, le partage et la communauté. Leur plateforme, c'est pas juste un lieu où trouver un lit pour la nuit, c'est une communauté d'hôtes puis de voyageurs qui partagent des expériences, des histoires et souvent des cultures. Donc, c'est vraiment ça qu'Airbnb va mettre de l'avant dans sa grande histoire, dans sa fondation de maison. Donc, l'importance des rencontres humaines, de la découverte des nouveaux lieux à travers les yeux de ceux qui y vivent. Donc, Airbnb aussi a un engagement envers la durabilité. Il y a une responsabilité aussi sociale qui est très grande. Ils vont encourager les voyageurs à respecter les communautés locales. Ils vont proposer aussi des solutions pour minimiser l'impact environnemental du tourisme. Donc, il y a toute cette question-là également sur laquelle Airbnb va se pencher. En résumé, le macro-storytelling d'Airbnb, c'est une invitation à explorer le monde d'une manière beaucoup plus intime, d'une façon plus significative. C'est une histoire qui parle de voyage, de découverte,
mais aussi de la construction d'une communauté mondiale unie par l'expérience partagée du voyage. Donc ça, c'est la toile de fond d'Airbnb. Donc on a parlé des valeurs, des croyances, à quoi ils s'opposent. Donc là, maintenant, on va aller voir comment ils racontent leur histoire, comment ils vont ajouter de la déco, si on veut, les meubles dans leur maison. Donc le micro-storytelling d'Airbnb se concentre vraiment sur les expériences individuelles et uniques vécues par ces utilisateurs qui vont venir enrichir puis humaniser vraiment le récit global. Donc, chaque séjour que tu réserves sur Airbnb, chaque expérience qui va être partagée par les autres, parce que les autres aussi contribuent à cette histoire-là, hein? Pas juste les voyageurs, mais les autres également. Donc, c'est tout ça, ce sont des histoires qui vont créer un chapitre, hein, qui va contribuer, disons, au grand livre, la grande histoire globale d'Airbnb. Ça peut être parfois un couple qui va partager, par exemple, leur maison centenaire, qui est remplie de charme et d'histoire. Ça peut être un voyageur qui va choisir de venir séjourner chez eux, dans l'idée que c'est pas juste une simple transaction puis un lieu à dormir, hein? C'est l'opportunité vraiment de vivre une histoire dans cette maison-là, de découvrir ses secrets, ses anecdotes. Souvent, ce sont des secrets, des anecdotes qui peuvent être partagés par les autres aussi avec passion. Écoute, je sais de quoi je parle. Je suis propriétaire d'une maison ancestrale, très passionnée de ma maison. Et effectivement, quand il y a des invités à la maison, c'est pas rare que je vais parler de ma belle maison, puis je vais raconter des histoires historiques, disons ça, qui se sont passées il y a bien, bien longtemps. Donc, c'est des interactions personnelles, hein? C'est des petits moments de partage, des échanges culturels. C'est ça qui incarne le micro-storytelling de Airbnb. Ça se trouve aussi dans tout ce qui est avis, témoignages, commentaires, récits des voyageurs. Ben, si tu as déjà loué un chalet ou un logement, ou peu importe, sur Airbnb, ben, tu es invité, hein, à partager ton expérience, tu es invité à laisser ton avis ensuite sur la plateforme. Donc, toutes ces recommandations-là, tous ces moments marquants-là, satissent la toile des histoires d'expériences sur d'Airbnb. Ça va refléter toute l'authenticité, la diversité aussi, mais la richesse de toutes les expériences que la plateforme offre. Même les interactions quotidiennes, tu sais, à même la plateforme, les messages que vont s'envoyer les autres et les invités. Je sais pas toi, mais moi, quand je loue des chalets, c'est souvent des chalets là, sur Airbnb, j'échange avec les autres. Hein? Donc, quelques jours même avant, dans le cas des super hôtes, là, quelques jours avant, ils vont m'envoyer un petit mot pour me dire que ça s'en vient, ils vont me donner quelques petites indications pour me préparer. La journée de l'arrivée, je vais avoir un petit message. Bon, donc il y a vraiment beaucoup d'échanges qui se font directement sur la plateforme. Il va y avoir des conseils aussi qui vont être donnés, des histoires de voyage. Bref, ça aussi, ça contribue au micro-storytelling parce que chaque échange va contribuer en fait à peindre ce fameux tableau-là. C'est comme, imagine-toi un tableau qu'on va accrocher au mur de la maison. Hein, chaque tableau va permettre de faire la décoration de la maison, donc va contribuer au récit global de Airbnb. Bref, le micro-storytelling d'Airbnb, c'est l'histoire de rencontres, d'expériences, puis souvent de souvenirs partagés. Chaque séjour, chaque expérience, c'est une histoire unique, hein, qui va illustrer la vision d'Airbnb de rendre le monde un petit peu plus accueillant, une rencontre à la fois. Donc là, je t'ai présenté 3 exemples, Starbucks, Lego, Airbnb. Si je résume, le macro-storytelling, c'est comme dessiner les plans, hein, puis choisir le style architectural de ta maison. C'est la vision globale de ta maison, c'est la structure, la fondation, c'est ce qui va donner à ta maison son identité puis sa stabilité. Je dis stabilité parce que c'est sur cette fondation-là qu'on va aller ajouter le micro-storytelling par la suite. Il faut que ce soit stable. Pour soutenir tout ça, c'est important, cette base-là, cette fondation-là. Puis pour toi, en tant que solopreneur ou propriétaire d'une petite entreprise, ça se traduit par ton histoire globale, ta mission, tes valeurs, l'histoire fondamentale que tu veux partager avec le monde. Le micro-storytelling, par contre, à la différence du macro, c'est le choix de, comme je le disais, la peinture, les meubles, la déco, tous ces petits détails-là qui vont rendre ta maison unique et chaleureuse. Pour ta marque, ce que ça veut dire, ben, en fait, c'est les interactions quotidiennes avec tes clients, les posts que tu vas faire, par exemple, sur les médias sociaux, les petits moments, les anecdotes que tu vas partager.
c'est la personnalité que tu vas injecter dans chaque aspect de ton entreprise. Donc, c'est important l'équilibre entre les deux, c'est crucial. Si tu te concentres juste sur le macro storytelling, sans prêter attention aux détails, ben ta maison va manquer de chaleur, va manquer de chaleur puis de vie. Puis d'un autre côté, si tu te perds dans les micro-histoires sans avoir un récit global solide sur lequel t'appuyer, ben ta maison risque de manquer de cohérence. Donc, pour trouver cet équilibre-là, demande-toi toujours comment est-ce que ce petit détail-là, comment cette petite histoire s'inscrit-elle dans l'histoire plus large de ma marque? Il faut que tu t'assures que chaque micro-histoire va compléter puis enrichir ton macro-récit. Donc, chaque post que tu vas faire, par exemple, sur les médias sociaux, les interactions que tu vas avoir avec tes clients, ça doit se sentir comme une partie naturelle puis cohérente de ton histoire globale. En conclusion, souviens-toi bien que le macro et le micro-storytelling, c'est plus qu'une stratégie marketing, c'est en fait des outils puissants pour tisser des liens émotionnels avec ton public. Quand tu combines les deux éléments, tu ne vas pas juste créer une marque, tu vas donner naissance à une expérience mémorable. Puis, quand tu es capable de marier ces deux aspects-là, ben, tu as le pouvoir de bâtir une marque qui résonne, qui va toucher les cœurs, qui va marquer les esprits. C'est une marque qui vit non seulement dans tes produits et tes services que tu offres, mais aussi et surtout dans les émotions, les souvenirs puis les expériences que tu veux créer chez ta clientèle cible. Une marque mémorable puis engageante, c'est une marque qui sait raconter son histoire de manière à ce que chacun se sente invité à en faire partie. J'ai envie de conclure avec une de mes citations préférées, la citation de Maya Angelou. Tu l'as peut-être déjà entendue. Je l'ai mis sur mon site web, je l'ai écrit d'un peu partout. J'adore cette citation-là. Je te la lis. « Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Donc, c'est une citation qui met en lumière que dans toute communication, si on le transpose au sujet du macro et du micro storytelling, c'est une citation qui met en lumière que ce qui reste ancré dans l'esprit des gens, c'est l'émotion qu'ils ont ressentie. Que tu partages ta mission globale de ta marque, donc le macro storytelling, ou que tu racontes une anecdote, l'important, c'est vraiment de susciter une émotion qui résonne avec ton audience. Ton but, c'est pas seulement de dire les bonnes choses ou de faire des actions impressionnantes. Ton but, c'est de créer une expérience émotionnelle mémorable. C'est à ça que contribue le storytelling. Les gens vont pouvoir oublier ce que tu as dit, ce que tu as fait, mais l'émotion que tu as suscitée, ça risque de les marquer, puis d'influencer leur perception. Puis, c'est ça qui contribue aussi à fidéliser une marque. Maya Angelou, elle, je trouve qu'elle nous encourage à se concentrer vraiment sur cet aspect émotionnel-là de la communication. Puis dans le monde du storytelling, l'impact le plus durable, c'est toujours celui qui touche le cœur de ton audience. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette balade dans l'univers des grandes histoires puis des petits récits t'a apporté des éclairages, des idées, puis peut-être même de l'inspiration pour ta propre histoire. C'est ce que je souhaite. Si t'as aimé ce qu'on a exploré aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner pour rien manquer. On se dit à dans 2 semaines. Salut! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.